Bon, alors, c'est juste pour aider à la réflexion. Et donc, c'est pour mettre un peu quelques questions et quelques idées qui pourraient être éventuellement utiles, des idées, des pistes, et non pas des certitudes. Alors, je commence par 3 questions. Pourquoi, pendant des millénaires, il y a eu en guise de psychothérapeute que des religieux ou des chamans? Première question. Deuxième question corollaire. Comment se fait-il tout au contraire que depuis un demi-siècle, tant de psychothérapie est fleurie de toutes sortes? Et troisième question, qui est en lien avec les questions précédentes, pourquoi y a-t-il autant de scissions dans les mouvements psychothérapiques ou psychanalytiques, amenant de nouvelles pratiques et de nouvelles branches sur l'arbre des thérapies? Donc, prenons la première question, dont je vous rappelle la teneur. Pourquoi pendant des millénaires il y a eu, en guise de psychothérapeute, que des religieux ou des chamans? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous parler du petit village où j'habite, en Bourgogne du Sud. En effet, il reflète exactement la rupture qui s'est effectuée durant ces 50 dernières années. Comment est-ce qu'il se présentait il y a un siècle, ce petit village, et qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Il y a 100 ans, le village comportait 1200 habitants, 2 écoles, une de filles, une de garçons, une épicerie, une boulangerie, 2 cafés, et la population était composée presque exclusivement d'agriculteurs-éleveurs. Actuellement, où ça en est, un siècle plus tard, eh bien maintenant il n'y a plus que 230 habitants, il n'y a plus d'école, pas de boulangerie, pas d'épicerie, pas de café, rien. Tout a disparu. Et sa population est composée essentiellement de retraités, bien qu'il reste cependant des agriculteurs-éleveurs, et qu'il y ait aussi plusieurs résidences secondaires. Donc vous voyez une diminution considérable qui a eu lieu. Après ces chiffres, voyons comment se déroulait la vie du village il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'on pouvait voir? Il y avait de très nombreuses fêtes et rituels qui scandaient toute l'année. Des fêtes religieuses de toutes sortes, des processions, des défilés des communiants, etc., et des fêtes collectives qui ont disparu depuis. Par exemple, la fête de la terre, ou chanter le mai, quand les garçons du village venaient demander des œufs dans les diverses fermes et offrir des fleurs à la fille qui cherchait à séduire. Il y avait aussi des représentations théâtrales qui réunissaient les gens du village. L'entraide était quasi systématique, et même quasi obligatoire, pour les moissons par exemple. Chacun pouvait compter sur les bras de toute la famille et de tous les voisins pour récolter le blé ou les raisins, parce qu'à l'époque il y avait de la vigne dans le coin. Et surtout, il y avait une place capitale de la religion. Des jeunesses chrétiennes se réunissaient autour de leur drapeau. J'ai la photo d'un groupe de jeunes adolescents brandissant un drapeau sur lequel était écrit « Dieu joyeux conquérant ». Il y avait des messes en plein air, le curé du village participait à l'organisation de beaucoup de manifestations, y compris celle du théâtre. Les donneurs de sang récoltaient des médailles collectivement, ils étaient pris en photo, etc. En résumé, beaucoup de liens et d'entraide mutuelle, une sorte de surmoi groupal qui amenait à la fois la surveillance et à la fois la protection contre les voleurs ou contre les errements de tel ou tel du village, beaucoup de rituels, des familles unies pour la vie et élargies à plusieurs générations sous le même toit, une prégnance de la religion en croyances collectives partagées, et des valeurs inculquées dès l'enfance. J'ai retrouvé des textes dictés à l'école, exaltant le drapeau, la patrie, la famille, l'entraide, etc. En fait, et c'est là où je veux en venir, mon village il y a un siècle ressemblait à ce qui a toujours constitué les groupes humains au cours des millénaires. Les groupes de toutes sortes, les villages, les sectes, les tribus amazoniennes, les Indiens des plaines américaines.
Les éléments qui organisaient tous ces groupes sont, de mon point de vue, la structure de base et les croyances qui en découlent et qui la maintiennent. Je m'explique. La structure, c'est le plan implicite qui organise la communauté et qui se manifeste par 3 éléments. Les tabous et les interdits, c'est-à-dire tout ce qui est interdit de faire ou de dire, et ceci contribue à la solidité du groupe, délimitant ainsi une frontière structurante. De l'autre côté de la frontière, à l'intérieur du groupe, tout ce qui est souhaitable, ou même obligatoire, et découlant des tabous et des interdits, les rituels collectifs et les procédures à appliquer, ce qui d'ailleurs avait pour conséquence de rappeler et de renforcer la structure. Donc la structure comportait 3 choses, et elle comporte, vous verrez qu'on la retrouve un peu partout, ce thème. D'un côté, ce qui est interdit, de l'autre côté, ce qui est fortement conseillé, et des rituels et des procédures pour rappel et pour solidification. Toutes choses qu'on va retrouver dans la structure de notre propre pratique. Alors ça, c'est la structure, et puis il y avait aussi les croyances, découlant de la structure, mais renforçant aussi celle-ci, comme la poule et l'œuf, les croyances collectives. Alors, c'est facile de trouver des exemples. L'animisme induit un prélèvement respectueux des plantes qu'on cueille et des vies qu'on tue et qu'on consomme, et ça amène par conséquent des rituels et des procédures qui renforcent les tabous et les obligations. Ou bien une croyance postulant que la maladie est une possession par un esprit, ça induit le recours au chaman et le respect des rituels qu'il propose. Au total, on a pu élaborer l'hypothèse d'un moi groupal, une sorte de repérage identitaire basé sur la participation au groupe, qui a été finalement le fonctionnement pendant des millénaires avant nous, quoi. Ceci a été bien étudié dans un livre passionnant de Bruno Bettelheim que vous avez peut-être lu, Les enfants du rêve, qui explique comment l'éducation imposée dans les kibbutz, par ces groupes particulièrement soudés face à l'ennemi, conduisait chacun à être beaucoup moins dans un moi individuel, qui était finalement peu présent et peu solide, mais plutôt dans un moi groupal, particulièrement en lien avec les personnes du même âge, qui avaient été élevées ensemble par les métapelés. Si on part de l'hypothèse que depuis toujours les groupes humains induisaient une sorte de moi groupal de référence, alors on comprend qu'une psychothérapie individuelle destinée à traiter la structure et les croyances d'un moi individuel n'avait ni sa place ni son utilité. Un psychanalyste très intéressant, mais beaucoup moins connu maintenant, qui s'appelle Gérard Mandel, M-E-N-D-E-L, qui a créé ce qu'il appelle la socio-psychanalyse, dit en substance quelque chose comme ceci. Dans les cultures antérieures, le poumon, c'était le moi groupal. Alors que dans la culture occidentale contemporaine, le poumon de chaque personne a dû s'installer à l'intérieur d'elle-même, avec les avantages et les inconvénients que ça suppose. Avantage, autonomie, puisqu'on a son propre poumon, liberté, créativité, inconvénients, angoisse, solitude, incertitude. Comment ça s'est passé pour l'évolution de mon village à la campagne, ce passage du moi collectif au moi individuel? Eh bien, ça s'est passé que, premièrement, il y a un élément de la structure qui a changé. La frontière entre nous et les autres a été transgressée par la survenue d'une innovation technique, l'automobile. La survenue de la voiture, essentiellement à compter de 1945, a amené la possibilité de partir facilement, d'aller travailler ailleurs, d'aller acheter ailleurs. Les villes, les usines devenaient faciles à rejoindre, et du coup, à partir de cet élément de changement, tout le reste en a découlé. Et progressivement, tout l'ancien système s'est délité. Les repères, les croyances, les rituels, les liens, ensuite les commerces, les fêtes collectives et tout le reste. Un peu comme quand on tire un fil d'un tricot, comme vous l'a dit Valérie, on tire un fil d'un tricot et un tout petit fil comme ça, ça permet de défaire tout le tricot
alors qu'il paraît il semblerait que ce soit juste un tout petit fil au départ. Du coup, il y a eu progressivement le triomphe de l'individualisme, et il s'est installé l'individualisme, la famille nucléaire, les attentes personnelles de chacun, de plus en plus prégnantes, la difficulté avec les frustrations, enfin tout le reste, quoi. La publicité actuelle ne dit-elle pas « Pourquoi choisir puisque vous pouvez tout avoir ?» qui est un mythe amenant la situation sociétale actuelle. Mon idée, c'est donc que le changement de la structure sous l'impact de l'évolution technologique a amené l'évolution des croyances, et l'évolution des croyances, en particulier celle d'un moi individuel indépendant du collectif, a encore favorisé et amplifié le changement de la structure. Donc, pour conclure cette première partie, je dirais que la réponse à la première question « Pourquoi pendant des millénaires n'y a-t-il eu en guise de psychothérapeute que des religieux ou des chamans ?» pourrait être la suivante, parce que la structure en moi groupal n'exigeait pas un travail individuel sur son propre poumon interne, mais le recours à quelqu'un permettant de rejoindre le poumon collectif. Et donc la deuxième question trouve aisément sa réponse. Comment se fait-il que depuis un demi-siècle, tant de psychothérapies de toutes sortes aient fleuri brusquement? S'il y a tant de psychothérapies qui s'affichent au compteur, par exemple, vous allez voir sur Wikipédia la liste des différentes psychothérapies, vous verrez que, mettons, on peut en compter entre 60 et 100 au minimum. Ben pourquoi il y en a tant? C'est qu'elles viennent à la fois comme symptôme et comme solution à ce symptôme. Symptôme du désarroi dans lequel se trouve l'individu qui doit trouver en lui-même ressources et repères. Solution à ce symptôme, par la psychothérapie et la psychanalyse, trouver une structure interne et les croyances associées qui donneront une assise intérieure suffisante. Alors, on aura noté que parallèlement à la survenue de tant de types de thérapies depuis 50 ans, on a vu aussi fleurir en quelques dizaines d'années les plus grandes découvertes scientifiques de l'humanité. Eh bien, ça me semble lié, c'est-à-dire plus d'autonomie de pensée et plus de créativité. C'est l'avers de la médaille. Le revers étant la nécessité de traiter angoisse et pulsion en intrapsychique plutôt qu'en appui groupal. Ceci dit, il existe parallèlement quand même, et on retrouve ça tout le temps, des tentatives pour retrouver le système de fonctionnement antérieur. Le recours à la religion est loin d'être exclu. Dans certaines parties du monde, il est même triomphant. Le recours à une structure extérieure contraignante, les régimes forts, les régimes autocratiques, qui garantissent aussi des frontières entre eux et nous, donc c'est tous des anciens systèmes, ça, qui veulent à tout prix se récupérer, et les approches thérapeutiques basées sur du groupe et non sur une thérapie individuelle. Pensons par exemple aux alcooliques anonymes et à leurs remarquables résultats. Eh bien, on y retrouve tous les éléments de mon petit village. Le groupe, essentiel. Les relations de soutien mutuel à l'intérieur du groupe. Une identité commune. Je suis alcoolique, même si je bois plus depuis des années. Des croyances partagées. Et une soumission à Dieu. Exemple. La troisième des 12 étapes des alcooliques anonymes se dit ainsi « Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu. » Ou bien la 11e étape « Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous le concevons, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. » Donc vous voyez que tout ça ressemble beaucoup à ce qui se passait dans mon petit village, il y a un siècle. Et de même que le petit village a été menacé par une évolution technologique, le fil du tricot sur lequel on a tiré, qui a progressivement tout détruit, de même les alcooliques anonymes sont menacés par le baclofène. Un traitement individuel,
et non pas groupale. Une identité différente. Avec le baclofène, je ne suis pas alcoolique, je peux boire modérément, mais je peux boire. Une croyance différente quant au traitement. C'est pas Dieu, c'est la chimie, etc. Peut-être que là, on a vraiment, à partir d'un tout petit élément, et c'est pas pour rien que ça a tellement donné la résistance chez les alcoologues, à partir d'un tout petit élément qui est le baclofène, on bascule dans une autre structure, dans une autre vision des choses. Passons maintenant à la troisième question. Pourquoi tant de scissions et tant de nouvelles pratiques issues de ces scissions? Alors, l'être humain, du fait de sa néothénie, vous avez entendu parler de ça, hein, le fait qu'il est né sans programme vraiment établi, il présente une caractéristique radicalement différente des autres organismes vivants. Il naît avec une très faible programmation déjà en place et une identité indéterminée. Donc, comme il naît comme ça, il va en découler deux conséquences. La première, c'est la nécessité de créer sa propre identité, puisque rien n'est donné d'emblée comme identité et comme mode de fonctionnement, appuyé sur les deux éléments essentiels que j'ai indiqués précédemment, la structure et les croyances, qu'il va falloir construire. Il va falloir construire la structure et construire les croyances. La structure qui donne les éléments interdits à rejeter, les subpersonnalités reniées, les choses refoulées, etc., et qui indique aussi les éléments autorisés dominants, et qui propose les procédures et les rituels pour maintenir le système de façon homéostatique. Okay ? Et les croyances qui découlent de la structure et qui renforcent celle-ci, sachant qu'un léger changement dans la structure va entraîner un changement dans les croyances, et qu'un léger changement dans les croyances va atteindre la structure. Un cercle d'auto-influence mutuelle entre la structure et les croyances, qui a très bien été démontré en particulier par la systémique. Première conséquence, donc, de cette néothénie, la nécessité d'installer la structure et les croyances. Deuxième conséquence, dès qu'un élément de la structure ou des croyances est mis en crise, c'est une menace identitaire forte qui secoue la personne ou le groupe. Quand la personne a sa structure et ses croyances, elle se sent relativement bien. Dès qu'il y a une crise qui menace un élément de la structure ou des croyances, ça devient une menace identitaire. Et Dieu sait si à ce moment-là, ça mobilise quelque chose. Et donc, au-delà du soi-disant narcissisme des petites différences supposées expliquer les scissions, les êtres humains sont en fait prêts à en découdre violemment dès que leur identité, péniblement acquise et toujours un peu vacillante, se trouve menacée. Plus la croyance est incertaine, mais tenue pour capitale, telle que par exemple l'existence de Dieu ou d'Allah, impossible à prouver, plus celle-ci donnera lieu à un acharnement pour la maintenir et la prouver. Comme l'ont montré abondamment dans l'histoire, les guerres de religion, les évangélisations forcées, et tout le toutime, quoi. Alors vous commencez à subodorer pourquoi il y a de telles guerres de religion entre les tenants de telle ou telle pratique psychanalytique, par exemple. C'est une question identitaire, finalement. Pour une petite bricole de structure, on va se battre. Voyons cela à la lumière de la dialectique structure-croyance. Changer un seul élément de la structure peut entraîner une transformation radicale de tout l'édifice. Ok ? On peut voir ça quand on réussit en approche systémique. Est-ce que la personne réussisse à expérimenter une façon de faire située à 180 degrés de sa pratique habituelle, vous connaissez, et de ses croyances. Petite expérience située en dehors de la structure et des croyances habituelles qui peut amener une transformation radicale, qui est toujours un peu surprenante quand on voit à quel point ça peut être efficace. On peut l'observer aussi dans l'histoire de la psychanalyse. Lorsque Lacan touche un élément de la structure en proposant des séances à durée variable, dont l'arrêt dépend désormais uniquement du psy, toute une théorisation radicale en découle progressivement, et ces nouvelles croyances, par exemple sur l'intérêt et la pratique du désêtre ou des trucs comme ça,
vont justifier à nouveau des dérives de la structure de la psychanalyse telle que conçue précédemment. Et on comprend pourquoi, du coup, il y a eu des bagarres aussi violentes et féroces entre psychanalyse classique, psychanalyse lacanienne, etc. Bref, et pour en revenir au thème de du colloque, parce que là, vous avez peut-être l'impression que je m'en suis pas mal éloigné, nous devons être conscients qu'il s'agit là d'un thème extrêmement sensible. Autant s'intéresser aux voisins peut nourrir notre réflexion, autant s'agit-il de bien choisir ses voisins et de rester dans le cadre de notre propre structure. Intégrer, ne serait-ce qu'épisodiquement, des pratiques dont la structure et les croyances n'ont rien à voir avec les nôtres seraient lourdes de conséquences. Prenons quelques exemples. Le statut du symptôme. On ne peut pas aisément concilier, d'un côté, des psychothérapies qui considèrent, comme nous le faisons, que le symptôme est un respectable messager masqué de quelque chose qui doit être entendu, compris et intégré, d'un côté, et d'un autre côté, des thérapies centrées sur la nécessité de faire taire ce symptôme, de le faire disparaître. Les croyances et les pratiques dans ces deux visions des choses ne sont pas conciliables. Et voici donc toute une catégorie de voisins, en l'occurrence toutes les thérapies recouvrantes, que nous ne laisserons pas rentrer chez nous. Donc c'était l'exemple du statut du symptôme. Autre exemple, concernant le mélange des genres. J'ai eu en formation des psychologues parisiennes expérimentées. Eh bien, elles n'ont jamais été capables de faire de la TBSI ou de la psychanalyse réveillée. Car elles ont voulu intégrer quelques éléments par-ci par-là de leur propre expérience antérieure, sans accepter d'expérimenter d'abord la structure même de ce qui était enseigné. Autre exemple, certains psychanalystes d'autres écoles, que je ne nommerai pas, veulent aussi introduire dans la cure psychanalytique de l'EFT, de l'EMDR, de la sophrologie, de l'hypnose. Cette position active, antinomique de la structure même d'une cure psychanalytique, voue la cure proposée à un résultat aléatoire ou bancal. Je crois personnellement, et je conclurai là-dessus, que la solution se trouve dans le port de casquettes de couleurs différentes. Et ceci plus spécialement pour les thérapeutes débutants. Lorsqu'on est en TBSI, on pratique la TBSI avec sa structure et ses présupposés de base. Lorsqu'on anime un groupe de thérapie au développement personnel, on applique la structure et les présupposés de base appris en GTDP, etc. Lorsqu'on est en psychanalyse réveillée, on s'inspire de tous les apports théorico-cliniques des autres approches psychanalytiques, mais on pratique, on intervient, on raisonne à partir de la structure et des présupposés théorico-cliniques de la psychanalyse réveillée. Bien entendu, et pour moduler mon propos, plus on est avancé dans la richesse clinique, donnée par l'expérience d'un certain type de psychothérapie ou de psychanalyse, plus la sécurité identitaire qui en découle permettra de jouer avec les limites et les frontières et d'aller s'inspirer de ce que font et pensent les voisins. Comme nous allons probablement le voir avec les autres intervenants de ce colloque aujourd'hui. Voilà, nous allons réfléchir à tout ça ensemble et je vous remercie.